Edina. 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 Les images que nous associons aux langues et à leur apprentissage sont à la fois très personnelles et déterminées socialement et culturellement. L'idée que l'on se fait de la meilleure façon d'apprendre une langue étrangère va par exemple dépendre des méthodes qui ont été utilisées par nos enseignants. Les manuels de langue étrangère participent aussi de la diffusion de ces représentations à partir du moment où ils s'inscrivent dans telle ou telle méthode, plus traditionnelle ou au contraire plus communicative et actionnelle. Une personne qui a appris les langues avec des méthodes centrées sur l'explication grammaticale et le drill linguistique risque évidemment d'être déstabilisée si elle se retrouve avec un enseignant qui privilégie des méthodes basées sur la communication et l'expression orale. Chaque apprenant a un horizon d'attente, conscient ou inconscient, qui va jouer un rôle dans le processus d'appropriation de la langue. Mais que recouvre exactement cette notion de représentation et que peut-on en faire en classe de langue ? La notion de représentation a été beaucoup théorisée par les psychologues sociaux, qui l'inscrivent dans une architecture de la pensée sociale. Comme vous le savez, la réalité n'est pas du tout objective, elle est toujours représentée. L'individu n'a accès à la réalité qu'à travers un filtre qui est conditionné par ses croyances et celles des groupes sociaux dans lesquels il vit. La psychologue Denise Jodelet parle d'une connaissance socialement élaborée et partagée qui concourt à la construction sociale de notre réalité. Les représentations vont donc guider nos comportements, notamment dans des situations d'apprentissage. L'architecture de la pensée sociale s'organise de la façon suivante. Les opinions expriment des attitudes qui sont fédérées par des représentations sociales, des représentations qui sont elles-mêmes déterminées par des idéologies, qui constituent des ressources cognitives très largement partagées. On voit bien dans ce schéma comment les opinions varient très fort d'un individu à l'autre, tandis que les représentations varient plutôt d'un groupe social à un autre. Il est très important aussi de retenir que si on a besoin des représentations pour organiser notre expérience du monde et interpréter la réalité, il n'est pas impératif que tous les membres d'une communauté adhèrent à ces représentations pour y avoir recours. On en a besoin pour communiquer, car ce sont elles qui vont nous permettre d'inférer et de comprendre certains comportements. Je pense par exemple à des rituels comme la salutation ou la politesse, qui sont très codés culturellement et qui varient d'un groupe social à un autre. J'ajouterai encore à cette définition un élément qui me paraît primordial quand on enseigne une langue. C'est la dimension contextuelle et dynamique des représentations. Elles dépendent du contexte et elles peuvent donc changer. Je peux donc intervenir sur ces représentations ? Oui, vos enseignements vont avoir un impact sur ces représentations. Même si certaines sont très stables, elles sont aussi relatives et elles peuvent évoluer en fonction de nos expériences. Des recherches ont par exemple montré comment le fait de parler plusieurs langues pouvait faire évoluer positivement nos représentations de nos compétences en langue et de la facilité à apprendre de nouvelles langues. Lorsqu'on apprend une langue étrangère, on active nécessairement notre imaginaire linguistique. Le fait de trouver qu'une langue est plus belle qu'une autre, plus ou moins utile ou très difficile à apprendre, va conditionner nos choix, notre motivation et même nos performances. On peut classer les représentations sociales de la langue en fonction de plusieurs critères. Par exemple, son utilité, en fonction des projets scolaires ou professionnels, de son utilisation dans la vie quotidienne quand c'est une langue seconde, ou encore sur la scène internationale. Sa facilité ou sa difficulté aussi. Par exemple, les langues à déclinaison comme l'allemand sont perçues comme difficiles par des personnes dont la langue première a un système grammatical différent. Sa beauté ou sa laideur. Ce critère est fondé sur des arguments esthétiques et il est parfois très lié aux productions artistiques associées à la langue. Le prestige relatif de la langue et de ceux qui la parlent, pour acquérir soi-même du prestige en la parlant, une sorte de passeport social, et en fonction du poids culturel ou économique du pays. La sympathie ou l'antipathie encore pour les locuteurs, en rapport avec les aléas de l'histoire, notamment coloniale, ou la politique internationale. Certaines de ces représentations sont très stéréotypées, lorsqu'elles catégorisent de façon abusive et simplifient les réalités. Même si on sait que les stéréotypes sont nécessaires pour organiser notre expérience, l'enseignant y sera particulièrement attentif dès lors qu'ils attribuent des caractéristiques négatives ou positives à des groupes d'individus que d'autres n'auraient pas. Ils vont donc de cette façon contribuer à stigmatiser ou à valoriser certains groupes
auxquels se sentent appartenir les apprenants ou dont ils se sentent exclus. Dans le cas du français, de nombreux stéréotypes circulent toujours. Une langue élégante, raffinée, aristocratique, sensuelle, associée au bien-vivre. Une langue intellectuelle, de culture universelle, de civilisation. Mais aussi une langue de colonisation, d'oppression, ou au contraire une langue d'émancipation. Sur le plan didactique, on voit bien comment le statut informel de la langue va avoir une influence sur les conduites d'apprentissage. Il va déterminer l'investissement intellectuel des personnes. Or, on sait que pour qu'il y ait apprentissage, celui-ci doit être personnel et actif. Et si notre imaginaire dit que la langue est difficile et inutile, les conditions d'apprentissage ne seront pas favorables. Pour terminer, je dirais aussi que le français peut être victime de son imaginaire normatif qui met l'accent sur l'importance de la correction de la langue et du bien parler. Vous devrez donc être attentif à ne pas renforcer cette représentation normative, qui peut devenir un frein pour la production orale et écrite. Mais cette tradition peut aussi représenter un défi pour certains. Maîtriser de mieux en mieux les subtilités de la grammaire française peut devenir un facteur de motivation. Il est en tout cas très important que vous interrogiez vos propres représentations et celles de vos apprenants, dans une démarche réflexive. Le questionnaire que nous vous avons proposé pourra vous servir d'amorce à une prise de conscience des imaginaires liés à la langue française.